L'atmosphère du commissariat du Mistral n'avait rien de paisible ce jour-là. Dès les premières heures, une tension sourde semblait s'être glissée entre les murs, comme si chacun pressentait que quelque chose allait déraper. Les allées et venues habituelles des policiers avaient laissé place à des regards plus durs, plus pressés, et à des silences lourds de sens. Martin, une nouvelle fois, était au centre de toutes les conversations, même en son absence. Son nom circulait de bureau en bureau, associé à un mot qui revenait sans cesse, récidive. Cela faisait 3 semaines à peine que l'adolescent multipliait les vols. Des actes rapides, presque désespérés, qui donnaient l'impression qu'il cherchait moins l'argent que l'adrénaline ou, peut-être, une limite que personne n'avait encore su lui poser. Cette fois-ci, il avait franchi un cap supplémentaire en dérobant le téléphone de Louisa, un geste de trop qui avait immédiatement déclenché l'alerte. Le portable n'était pas qu'un objet de valeur, il contenait des données personnelles, des souvenirs, une part d'intimité qui rendait le vol encore plus violent. Pendant ce temps, Idriss suivait la localisation du téléphone avec une concentration presque obsessionnelle. Quelque chose, dans cette affaire, le touchait personnellement. Peut-être parce qu'il avait déjà vu trop de jeunes s'enfoncer dans une spirale sans retour, peut-être parce que le comportement de Martin lui rappelait des situations passées qu'il n'avait jamais vraiment digérées. Contre toute attente, il décida d'intervenir seul, convaincu qu'une confrontation directe serait plus efficace qu'une procédure interminable. La rencontre fut brutale. Dans une rue étroite, Martin tenta d'échapper au contrôle, le regard fuyant, le corps tendu comme un ressort prêt à céder. Quand Idriss le rattrapa, les mots échangés furent brefs, presque mécaniques, avant que la situation ne dégénère. Un coup parti, inattendu, porté par Martin dans un mouvement de panique plus que de réelle violence. Puis la fuite. Une course-poursuite s'engagea dans les rues du quartier, haletante, chaotique, attirant les regards des passants qui ne comprenaient pas ce qui se jouait sous leurs yeux. Finalement, Martin fut interpellé et conduit au commissariat. Idriss, encore sous l'effet de l'adrénaline, interpréta l'attitude du jeune comme une nouvelle provocation. Les gestes imprécis, la respiration saccadée, cette manière de se laisser tomber sur une chaise. Tout lui sembla relever de la comédie. Jusqu'au moment où le corps de Martin lâcha réellement. L'effondrement fut brutal, sans mise en scène, sans avertissement. En quelques secondes, le silence s'imposa dans la pièce. À ce moment-là, Idriss comprit qu'il s'était trompé. Le regard de l'adolescent, vide, absent, ne laissait plus place au doute. Ce n'était pas une simulation. La culpabilité s'abattit sur lui avec une violence inattendue. Chaque seconde comptait désormais, et il appela un médecin en urgence, la voix tremblante, conscient que ce qui venait de se passer pourrait avoir des conséquences bien au-delà de cette affaire précise. Dans le même temps, une autre onde de choc traversait le commissariat avec l'arrivée d'un nouveau visage. Stanislas Daumont, fraîchement muté de la crime, de Lyon, prenait ses fonctions comme capitaine. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Son attitude réservée, presque distante, contrastait avec les habitudes du Mistral. Il observait plus qu'il ne parlait, mesurait chacun de ses gestes, comme s'il craignait de laisser transparaître quelque chose de trop personnel. Ariane, attentive aux moindres détails, sentit immédiatement que quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement une question de méthode ou de style, il y avait chez Stanislas une gêne diffuse, un malaise perceptible dans les situations les plus banales. Même une simple proposition de partager un kebab semblait le mettre en difficulté, comme si ces moments de convivialité réveillaient en lui des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Pendant ce temps, Bauer observait la scène avec un œil plus pragmatique. L'arrivée d'un nouveau capitaine après un congé sabbatique de 6 mois n'était jamais anodine. Pourquoi quitter la crime, de Lyon? Pourquoi Marseille? Les questions s'accumulaient, et Bauer savait que derrière chaque mutation se cachait souvent une histoire plus complexe qu'un simple choix de carrière. Alors que le commissariat tentait de gérer l'urgence médicale autour de Martin et l'intégration délicate de Stanislas, une autre tension, plus intime, se jouait ailleurs. Yann, déterminé comme jamais, était prêt à tout pour reconnaître Elena comme sa fille. Face à Chloé, sur la défensive, il affichait une certitude qui frôlait l'obsession. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement d'un droit, mais d'une nécessité vitale, comme s'il cherchait à réparer une absence trop longtemps subie. Ainsi, en l'espace de quelques heures, plusieurs destins semblaient s'entrecroiser, un adolescent au bord du gouffre, un policier rongé par le doute, un capitaine au passé trouble et une famille menacée par une vérité prête à éclater. Rien ne laissait présager que la suite serait plus calme. Bien au contraire, tout indiquait que ce n'était que le début. Pendant que l'ambulance emportait Martin sous les yeux encore sous le choc d'Idriss, le commissariat retrouvait peu à peu une agitation contenue,
faite de murmures et de regards lourds de reproches silencieux. Personne n'osait formuler à voix haute ce que tous pensaient déjà, cette affaire ne s'arrêterait pas à un simple malaise. Le doute s'était installé, corrosif, et Idriss le ressentait jusque dans sa manière de se tenir, plus raide, comme s'il cherchait inconsciemment à se défendre contre un jugement à venir. Chaque geste de ses collègues lui paraissait désormais chargé d'une signification nouvelle, comme si la confiance habituelle s'était fissurée en quelques minutes. À ce moment-là, Bauer prit la mesure de la situation. Il savait combien la frontière était mince entre une intervention musclée et une accusation qui peut détruire une carrière. L'effondrement de Martin changeait tout. Le jeune n'était plus seulement un délinquant multirécidiviste, il devenait une victime potentielle. Et dans ce genre de cas, la machine judiciaire pouvait se retourner très vite contre ceux censés faire respecter la loi. Bauer observa Idriss sans intervenir immédiatement, préférant analyser à froid ce qui venait de se produire, conscient que chaque parole, désormais, pouvait être retenue contre eux. Dans le même temps, Ariane n'avait pas quitté l'esprit de la scène précédente. Si l'affaire Martin l'inquiétait, c'était surtout l'attitude d'Idriss qui la troublait. Elle percevait chez lui une agitation inhabituelle, presque une peur qu'il tentait maladroitement de masquer. Elle comprenait ce sentiment, la sensation d'avoir franchi une limite sans s'en rendre compte, et de ne s'en apercevoir qu'une fois le mal fait. Ariane savait que cette affaire laisserait des traces, et pas seulement administratives. C'est alors que le regard d'Ariane se posa de nouveau sur Stanislas. Le contraste était frappant, alors que tout le monde était pris dans le tourbillon de l'urgence, lui restait étonnamment en retrait. Pas absent, non, mais comme légèrement décalé, observant la scène avec une distance presque clinique. Cette retenue, loin de la rassurer, éveilla davantage sa curiosité. Elle se demanda ce qu'un homme muté de la crime, de Lyon, rompu aux affaires les plus lourdes, venait chercher dans un commissariat de quartier déjà sous tension. Dans un couloir, Ariane tenta un échange plus direct, sous couvert d'une remarque anodine. La réaction de Stanislas fut immédiate, un léger temps d'arrêt, imperceptible pour la plupart, mais suffisant pour elle. Ce silence fugace, ce regard qui se détourne trop vite, trahissait une gêne profonde. Ariane comprit qu'elle venait de toucher quelque chose de sensible, sans encore savoir quoi. Plus elle avançait dans ses observations, plus une certitude s'imposait. Stanislas ne s'était pas installé au Mistral par hasard. Pendant ce temps, ailleurs, la tension prenait une autre forme. Yann, incapable de contenir plus longtemps son impatience, multipliait les démarches pour faire reconnaître Elena. Pour lui, chaque minute comptait, comme s'il redoutait que la vérité ne lui échappe à nouveau. Face à Chloé, son discours se voulait ferme, presque irrévocable. Il ne demandait plus la permission, il annonçait ce qu'il considérait comme un droit légitime. Cette détermination, loin de rassurer Chloé, renforçait ses craintes. Elle voyait dans cette insistance une menace directe pour l'équilibre fragile qu'elle avait construit autour de sa fille. Baptiste, témoin discret de ces échanges tendus, tenta d'introduire un peu de raison dans un dialogue qui tournait à l'affrontement. Il comprenait les peurs de Chloé, mais percevait aussi le danger d'un silence prolongé. Plus la vérité tarderait à éclater, plus elle risquerait de faire des dégâts. Ses paroles, mesurées, invitaient à anticiper plutôt qu'à subir. Mais Chloé n'était pas prête. Elle savait que révéler l'identité du père d'Elena bouleverserait irrémédiablement leur quotidien, et cette perspective l'effrayait plus que tout. Ainsi, tandis que le commissariat se retrouvait sous pression après l'effondrement de Martin et que l'ombre du passé de Stanislas commençait à intriguer Ariane et Bauer, une autre bombe à retardement continuait de tic-tac dans la sphère privée. Les secrets, qu'ils soient professionnels ou familiaux, semblaient tous sur le point de remonter à la surface. Et personne, à cet instant précis, ne pouvait encore mesurer l'ampleur des conséquences à venir. À mesure que les heures passaient, le malaise provoqué par l'effondrement de Martin continuait de se diffuser dans tout le commissariat, comme une onde lente mais persistante. L'absence de nouvelles immédiates sur l'état de santé de l'adolescent alimentait les inquiétudes et les hypothèses les plus sombres. Idriss, incapable de se concentrer sur la moindre tâche administrative, revivait sans cesse la scène dans sa tête. Chaque détail prenait une importance démesurée. Le regard de Martin, sa respiration saccadée, le moment précis où son corps avait cessé de lui obéir. Plus il y pensait, plus la culpabilité se faisait lourde, presque étouffante. Dans le même temps, Bauer commençait à anticiper les répercussions institutionnelles de l'affaire. Il savait que tôt ou tard, des questions seraient posées, des rapports exigés, et que la version d'Idriss serait disséquée à la virgule près. L'idée d'une accusation de violence policière, encore impensable quelques heures plus tôt, devenait une possibilité réelle.
Cette perspective le mettait en alerte, non seulement par solidarité avec son collègue, mais aussi parce qu'il avait conscience de la fragilité de la confiance entre la police et les habitants du Mistral. Une affaire de plus pourrait suffire à tout faire basculer. Pendant ce temps, Ariane poursuivait ses observations avec une attention redoublée. Plus elle regardait Stanislas évoluer dans ce nouvel environnement, plus son intuition se confirmait. Le capitaine semblait maîtriser parfaitement les codes professionnels, mais quelque chose, dans sa manière d'éviter certains sujets ou de se refermer brusquement, laissait penser qu'il n'était pas entièrement disponible mentalement. Elle remarqua notamment ses absences répétées, brèves mais fréquentes, comme s'il devait régulièrement s'extraire de la réalité pour reprendre son souffle. À ce moment-là, Ariane décida de partager ses impressions avec Bauer. Sans formuler d'accusation, elle évoqua simplement un ressenti, cette impression tenace que Stanislas cachait une part essentielle de lui-même. Bauer, d'abord sceptique, finit par admettre que certains éléments méritaient d'être éclaircis. Le congé sabbatique de 6 mois, en particulier, soulevait des questions. Dans un milieu où l'on justifie chaque absence, une parenthèse aussi longue n'était jamais anodine. Dans le même temps, l'état de Martin restait incertain. Le silence de l'hôpital pesait lourdement sur Idriss, qui se préparait déjà à affronter le pire. Il se demandait s'il aurait pu agir autrement, s'il avait sous-estimé la fragilité du jeune. Cette introspection, brutale, mettait en lumière ses propres limites, celles qu'il refusait habituellement de reconnaître. Pour la première fois depuis longtemps, Idriss doutait profondément de lui-même. Ailleurs, la situation autour d'Elena prenait une tournure tout aussi délicate. Yann, toujours aussi déterminé, refusait désormais toute temporisation. Il parlait de reconnaissance officielle, de démarche juridique, comme si la décision était déjà prise. Chloé, de son côté, se sentait acculée. Elle percevait la pression monter, non seulement de la part de Yann, mais aussi de son entourage, qui commençait à estimer que le silence n'était plus tenable. La peur de perdre le contrôle de la situation la rendait plus rigide, plus méfiante encore. Baptiste, conscient que le conflit risquait de dégénérer, tenta une nouvelle approche. Il rappela à Chloé que le principal enjeu restait Elena elle-même, son équilibre, sa capacité à encaisser une vérité aussi lourde. Mais au fond de lui, Baptiste savait que repousser l'inévitable ne ferait que rendre l'impact plus violent. Les non-dits, comme les mensonges, finissent toujours par se retourner contre ceux qui les entretiennent. Ainsi, tandis que le commissariat se préparait à faire face aux conséquences possibles de l'affaire Martin et que Bauer et Ariane commençaient à s'interroger sérieusement sur le passé de Stanislas, les tensions familiales autour d'Elena continuaient de s'intensifier. Les lignes se dessinaient peu à peu, annonçant des confrontations inévitables. Rien n'était encore officiellement brisé, mais tout semblait dangereusement fragile, suspendu à des vérités que chacun redoutait de voir éclater. À mesure que la journée avançait, le commissariat du Mistral semblait fonctionner sur un fil tendu à l'extrême. Les informations en provenance de l'hôpital arrivaient au compte-gouttes, maintenant Idriss dans un état d'attente insupportable. Chaque vibration de son téléphone provoquait chez lui un sursaut, immédiatement suivi d'une déception amère lorsqu'il constatait qu'il ne s'agissait pas de l'appel espéré. Cette incertitude, plus encore que la perspective d'éventuelles sanctions, le rongeait de l'intérieur. Il réalisait à quel point la frontière entre l'autorité et l'abus pouvait être mince, et combien il était facile de la franchir sans même s'en rendre compte. Dans ce climat tendu, Bauer adopta une posture plus stratégique. Il savait que, si l'état de Martin venait à s'aggraver, chaque détail de l'interpellation serait passé au crible. Il commença donc à rassembler les éléments, non pas pour dissimuler quoi que ce soit, mais pour anticiper les questions, comprendre les enchaînements précis qui avaient conduit à l'effondrement du jeune. Cette rigueur, presque froide, contrastait avec le tumulte émotionnel qui agitait Idriss, mais elle était nécessaire pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Pendant ce temps, Ariane ne quittait pas Stanislas des yeux. Plus elle observait son comportement, plus certaines incohérences la frappaient. Ses compétences étaient indéniables, son autorité naturelle, mais il y avait chez lui une retenue excessive, comme s'il craignait de s'investir pleinement. Lorsqu'elle tenta une nouvelle fois de l'entraîner dans une discussion plus informelle, elle se heurta à une politesse distante, presque mécanique. Ce refus de se laisser aller à la moindre spontanéité renforça ses soupçons. Ariane sentait que le passé de Stanislas n'était pas seulement lourd, mais potentiellement explosif. À ce moment-là, Bauer et Ariane échangèrent un regard complice, celui qui précède souvent les enquêtes officieuses. Sans se concerter ouvertement, ils comprirent qu'ils allaient devoir creuser, discrètement, sans alerter le principal intéressé. Non par méfiance gratuite,
mais parce que leur instinct leur dictait que cette arrivée n'était pas anodine. La crime de Lyon n'envoie pas un capitaine au Mistral sans raison valable, et encore moins après un congé sabbatique aussi long. Dans le même temps, la situation autour de Yann et Chloé atteignait un point critique. Yann, persuadé que le temps jouait contre lui, se montrait de plus en plus inflexible. Son discours, initialement porté par l'émotion, prenait désormais des accents presque juridiques. Il parlait de droit, de procédure, comme s'il voulait se protéger d'un nouveau rejet. Chloé, elle, se sentait acculée. Chaque argument de Yann faisait vaciller les certitudes qu'elle avait construites pour préserver Elena. Baptiste, témoin impuissant de cette escalade, tenta de rappeler à Chloé que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finirait par s'imposer. Il craignait que Yann ne prenne l'initiative de parler directement à Elena, sans préparation, déclenchant ainsi une crise bien plus profonde. Cette perspective inquiétait Chloé plus que tout. Elle réalisait qu'en voulant protéger sa fille, elle risquait paradoxalement de la blesser davantage. À ce moment-là, Thomas entra de nouveau dans l'équation. Jusqu'ici en retrait, il prit conscience de l'ampleur des tensions et de sa part de responsabilité. Les doutes qu'il avait exprimés par le passé envers Chloé lui apparurent soudain comme une erreur lourde de conséquences. Touché par la fragilité de la situation, il décida de faire un pas vers l'apaisement, convaincu que seule une approche collective pourrait éviter l'implosion de la cellule familiale. Ainsi, entre un commissariat sous pression, un capitaine au passé obscur et une famille au bord de l'explosion, les lignes continuaient de se resserrer. Chacun avançait avec prudence, conscient que le moindre faux pas pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Le calme apparent n'était qu'une illusion, et tous le pressentaient. Les vérités enfouies, qu'elles soient professionnelles ou intimes, n'attendaient plus qu'une occasion pour surgir au grand jour. Dans les heures qui suivirent, le commissariat fut traversé par une agitation plus feutrée, presque sournoise. Les discussions se faisaient à voix basse, les portes se refermaient un peu plus souvent, comme si chacun pressentait que l'équilibre interne était menacé. Idriss, toujours sans nouvelles précises de l'hôpital, oscillait entre une colère rentrée et une peur qu'il n'osait pas nommer. Il se repassait mentalement chaque seconde de l'interpellation, cherchant un détail qui lui aurait échappé, une décision qu'il aurait pu prendre autrement. Cette remise en question permanente commençait à fissurer l'assurance qui le caractérisait d'ordinaire. À ce moment-là, Bauer sentit que la situation ne pouvait plus rester cantonnée au non-dit. Il prit Idriss à part, non pour l'accabler, mais pour l'obliger à verbaliser ce qu'il gardait enfoui. La discussion fut tendue, marquée par des silences lourds et des regards fuyants. Bauer savait que, dans ce genre de crise, le pire ennemi restait l'isolement. Il tenta de lui faire comprendre que reconnaître ses doutes n'était pas un aveu de faiblesse, mais une nécessité pour affronter ce qui allait suivre. Idriss, malgré ses réticences, commença à admettre que l'affaire Martin avait réveillé en lui des peurs anciennes, liées à son rapport à l'autorité et à la violence. Dans le même temps, Ariane avançait à pas mesurés dans ses observations autour de Stanislas. Elle remarqua que le capitaine évitait systématiquement certaines conversations, notamment celles qui touchaient à la hiérarchie lyonnaise ou aux raisons précises de sa mutation. Lorsqu'un collègue évoqua la crime de Lyon, Stanislas se referma aussitôt, son visage se durcissant l'espace d'un instant avant de retrouver une neutralité de façade. Ce genre de réaction ne trompait pas Ariane. Elle y voyait la trace d'un événement non digéré, peut-être d'un échec ou d'un traumatisme qu'il s'efforçait d'oublier. Bauer, de son côté, commençait à recouper certains éléments. Sans lancer d'enquête officielle, il se contentait de questions anodines, de vérifications discrètes, cherchant à comprendre ce qui avait motivé ce congé sabbatique de 6 mois. Plus il avançait, plus une impression persistante s'imposait. Stanislas n'était pas seulement en quête d'un nouveau départ professionnel, il fuyait quelque chose. Et ce quelque chose risquait bien de les rattraper tous, tôt ou tard. Pendant ce temps, la tension familiale autour d'Elena atteignait un nouveau palier. Yann, convaincu que le silence de Chloé n'était qu'une stratégie pour gagner du temps, commençait à perdre patience. Son discours se faisait plus tranchant, moins conciliant. Il parlait désormais d'injustice, de droits bafoués, laissant transparaître une frustration accumulée depuis des années. Chloé, face à cette pression, se sentait de plus en plus isolée. Elle oscillait entre la peur de briser l'innocence de sa fille et celle de voir la situation lui échapper complètement. Baptiste tenta une dernière fois de jouer les médiateurs. Il insista sur la nécessité de préparer Elena, de lui offrir un cadre rassurant avant toute révélation. Mais il percevait bien que le temps jouait contre eux. Chaque retard rendait la confrontation plus brutale. Cette conscience de l'inévitable commençait à peser lourdement sur Chloé, qui se retrouvait confrontée à ses propres contradictions.
C'est alors que Thomas fit un geste inattendu. Conscient que ses doutes passés avaient contribué à fragiliser Chloé, il décida de s'excuser ouvertement. Ce mea culpa, sincère, marqua un tournant. En proposant une réunion de famille autour de la galette des rois, il cherchait avant tout à recréer du lien, à rappeler que, malgré les tensions, une forme de solidarité restait possible. Ce geste, simple en apparence, apporta un apaisement provisoire, comme une respiration dans un contexte étouffant. Ainsi, alors que l'affaire Martin continuait de planer comme une menace au-dessus du commissariat, que le mystère entourant Stanislas s'épaississait et que la vérité sur Elena se rapprochait dangereusement de la surface, chacun tentait de trouver un point d'ancrage. Mais derrière ces tentatives d'apaisement, une certitude grandissait. Les équilibres en place étaient trop fragiles pour résister longtemps. Les prochains événements, inévitables, allaient forcer chacun à affronter ce qu'il redoutait le plus. À ce stade, la fatigue morale commençait à se lire sur tous les visages. Le commissariat n'était plus seulement un lieu de travail, mais un espace chargé d'émotions contradictoires, où chacun avançait avec prudence, comme sur un terrain instable. Idriss, plus silencieux que jamais, donnait l'impression de porter seul le poids de ce qui s'était joué avec Martin. Même lorsqu'il était entouré, il semblait ailleurs, enfermé dans une réflexion qui ne lui laissait aucun répit. Il redoutait désormais moins la sanction que le regard des autres, cette remise en question implicite de sa légitimité qu'il percevait dans le moindre silence. Dans le même temps, Bauer se préparait mentalement à l'éventualité d'un basculement médiatique. Il savait que si l'état de Martin venait à se compliquer, l'affaire ne resterait pas confinée au cadre du commissariat. Les rumeurs circulaient vite, surtout lorsqu'il s'agissait d'un adolescent impliqué dans une intervention policière musclée. Cette perspective le poussait à redoubler de vigilance, conscient que la moindre imprécision pourrait être exploitée. Il ne s'agissait plus seulement de protéger un collègue, mais de préserver une institution déjà fragilisée par d'autres tensions. Pendant ce temps, Ariane poursuivait son travail d'observation avec une attention presque obsessionnelle. Elle avait remarqué que Stanislas semblait de plus en plus mal à l'aise face à certaines situations du quotidien. Ses réactions n'étaient pas spectaculaires, mais suffisamment révélatrices pour quelqu'un d'aussi intuitif qu'elle. Elle nota notamment sa difficulté à rester dans des espaces confinés trop longtemps, ses absences soudaines, comme s'il devait reprendre le contrôle de lui-même loin des regards. Tout cela dessinait le portrait d'un homme en lutte contre quelque chose de profondément ancré. À ce moment-là, Ariane comprit que le passé de Stanislas n'était probablement pas une simple affaire administrative. Il y avait là une dimension plus intime, peut-être liée à un événement traumatique qu'il n'avait jamais réellement surmonté. Cette hypothèse la rendait à la fois prudente et déterminée. Elle savait qu'il ne s'agissait pas de juger, mais de comprendre, surtout si ce passé risquait d'influencer son rôle au commissariat. Bauer partageait ce sentiment, leur méfiance n'était pas hostile, mais guidée par le souci d'éviter qu'un non-dit ne devienne un danger collectif. Dans un autre registre, la situation autour d'Elena continuait d'évoluer sous tension. Yann, malgré les tentatives d'apaisement de Thomas et les conseils répétés de Baptiste, restait persuadé que l'heure de la vérité avait sonné. Il vivait cette reconnaissance comme une urgence vitale, une réparation indispensable à son équilibre. Chloé, de son côté, se sentait progressivement dépassée. Les certitudes qui l'avaient aidé à tenir jusque-là se fissuraient, laissant place à une angoisse sourde, celle de voir sa fille confrontée à une réalité qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. Le geste de Thomas, bien qu'apaisant, n'effaçait pas les tensions de fond. La perspective de cette réunion familiale autour de la galette des rois avait quelque chose de symbolique, presque fragile. Elle représentait une tentative de normalité, un instant suspendu avant une tempête annoncée. Chloé y voyait une occasion de reprendre la main, mais aussi un risque supplémentaire si les émotions venaient à déborder. Ainsi, à la veille de décisions cruciales, chaque intrigue semblait avancer vers un point de rupture. L'affaire Martin, le mystère Stanislas et la vérité autour d'Elena formaient désormais un ensemble cohérent, où les failles individuelles se répondaient. Rien n'était encore définitivement tranché, mais une chose était certaine, le calme apparent n'était qu'un prélude. Les révélations à venir allaient forcer chacun à se positionner, sans plus pouvoir se réfugier derrière le silence ou l'attente. À mesure que la journée touchait à sa fin, une impression étrange s'installait au commissariat du Mistral, celle d'avoir traversé une succession d'épreuves sans pour autant en voir l'issue. Idriss, épuisé, sentait que rien ne serait plus jamais tout à fait comme avant. L'affaire Martin avait ouvert une brèche en lui, une faille qu'il ne pourrait pas refermer simplement en attendant des nouvelles rassurantes de l'hôpital. Même si l'adolescent survivait, même si l'enquête interne ne débouchait sur aucune sanction,
Il savait désormais qu'il porterait longtemps le poids de cet instant où il avait cru à une simulation, alors que la réalité était bien plus grave. Bauer, de son côté, avait pleinement conscience que cet épisode marquait un tournant. L'institution policière qu'il défendait avec loyauté se retrouvait une fois de plus confrontée à ses propres limites. Il se préparait déjà à devoir gérer l'après, les regards méfiants, les questions insistantes, peut-être même les soupçons extérieurs. Mais au-delà de la procédure, il voyait surtout des hommes et des femmes fragilisés, contraints d'affronter des doutes qu'ils avaient jusque-là réussi à tenir à distance. Pendant ce temps, Ariane sentait que son intuition concernant Stanislas n'était plus une simple impression. Plus les heures passaient, plus les signes s'accumulaient. Le nouveau capitaine donnait l'image d'un professionnel irréprochable, mais son malaise transparaissait dans les détails. Une tension dans la voix, un regard fuyant, une crispation dès que certaines questions affleuraient. Ariane comprenait désormais que fouiller dans son passé ne serait pas une curiosité déplacée, mais une nécessité. Non pour le mettre en difficulté, mais pour anticiper ce que ces non-dits pourraient provoquer à l'avenir. Bauer partageait cette analyse. Ensemble, ils savaient qu'ils allaient devoir avancer prudemment, sans précipitation, en respectant les limites de chacun. Mais une certitude s'imposait, Stanislas n'avait pas quitté la crime de Lyon par simple convenance personnelle. Ce départ, ce congé sabbatique, cette mutation discrète. Tout indiquait une fuite, ou du moins une tentative de se reconstruire loin d'un passé encore trop présent. Dans un autre registre, la sphère familiale connaissait elle aussi une accalmie trompeuse. La proposition de Thomas d'organiser une réunion autour de la galette des rois avait créé une parenthèse presque rassurante. Pour un instant, Chloé avait cru retrouver une forme de stabilité, comme si cette réunion pouvait suspendre le temps et repousser l'inévitable. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que ce moment ne ferait que retarder la confrontation. Yann, quant à lui, ne reculait plus. Sa détermination à reconnaître Elena n'était plus une simple revendication, mais une ligne de vie à laquelle il s'accrochait désespérément. Il était convaincu que la vérité finirait par éclater, avec ou sans l'accord de Chloé. Cette certitude rendait toute tentative de compromis de plus en plus fragile. Baptiste le percevait clairement, ce qui se jouait là dépassait désormais la bonne volonté ou les conseils raisonnés. La situation avançait vers un point de non-retour. Ainsi, en cette fin d'épisode, tout semblait suspendu. Martin luttait pour se relever, Idriss affrontait ses démons, Bauer et Ariane se préparaient à lever le voile sur un passé encombrant, tandis qu'une famille entière s'approchait dangereusement d'une vérité prête à bouleverser son équilibre. Rien n'était encore définitivement révélé, mais les lignes étaient tracées. Les prochains pas, quels qu'ils soient, ne pourraient plus être faits à reculons.